Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue au balado Variété Vérité. J'espère que vous allez bien. Salut Milou! Salut Patricia! Tu vas bien? Ça va super bien et toi? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, pour cet épisode-là, on est très contents. On avait un thème qu'on avait envie d'aborder. Alimentation, nutrition et on a bien sûr de magnifiques invités avec nous pour nous en parler. D'abord, Avril Gagné, nutritionniste. Bonjour Avril. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis super contente. Ça fait tellement plaisir. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Vraiment. Puis on a notre super Mira Papillon, psychologue clinicienne jeunesse ici au Cégep. Salut Mira. Bonjour. Tu vas bien? Tout à fait, ça va bien. Oui. Mira, tu es comme invitée aujourd'hui, mais tu es dans la collaboration, bien sûr, du balado depuis le début des épisodes. Et en fait, oui, très contente de vous avoir toutes les deux. Puis je trouve que c'est super pertinent de vous avoir parce que alimentation, psychologie, santé mentale, tout ça est super relié. Fait que ça va être très complémentaire de vous avoir toutes les deux dans cet épisode-là. Il y a des beaux liens à faire, vraiment. Vraiment. Déjà, Oui, et pour lancer, moi, je vous dirais, oui, très heureuse, c'est un sujet qui est très à propos. On parle d'alimentation, je vais dire de tendance qu'on voit surtout sur les médias sociaux. Moi, j'ai fait le tour un peu tout ça. C'est très facile de s'y perdre. Oh oui. Et même moi, ça m'a ramené personnellement à me re-questionner, puis dans certains cas, même à me sentir des fois un peu mal à l'aise ou même à me remettre en doute sur mes pratiques ou ce qui me fait du bien moi-même. Puis, justement, Avril, écoute, je te lance la question. J'ai vu que tu as une expertise quand même depuis plus de 20 ans maintenant. Puis j'aime beaucoup une approche que tu as quand tu parles d'intuition, hein, d'alimentation intuitive ou de bienveillance aussi dans l'alimentation. Fait que comment on instaure ça quand on est comme un peu comme moi, là, pris dans tout ça? C'est une grande question. Oui, effectivement, on parle beaucoup d'alimentation intuitive, tu sais, d'être beaucoup plus à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de notre faim, de notre satiété. Ouais. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne s'installe pas du jour au lendemain. Dans un premier temps, je vais ouvrir une petite parenthèse. On entend beaucoup, tu sais, en parlant des réseaux sociaux, on voit souvent, j'ai envie de dire, un petit drapeau rouge. Quand on entend de ne pas se nourrir pendant plusieurs heures, il faut faire attention. Ouais. Parce qu'on ne dirait jamais à quelqu'un va pas aux toilettes pendant tant d'heures. Tu sais, nos besoins de base sont importants. Fait que pour revenir à l'alimentation intuitive, c'est ça, j'ai envie de dire, c'est une approche pour réécouter nos besoins comme quand on était enfant. Parce qu'on est pratiquement tous des petits mangeurs intuitifs. Oui, clairement. À part pour quelques raisons. Puis pour faire une petite parenthèse par rapport aux troubles alimentaires, exemple, j'aurais quelqu'un qui aurait un trouble alimentaire, on ne commence pas par l'alimentation intuitive parce qu'on ne reconnaît plus aussi notre faim, notre satiété. Oui. Il y a des choses à instaurer dans tout ça, bien sûr. La marche est haute. Oui, fait que, tu sais, c'est du cas par cas, mais commencez à écouter notre faim. Avant d'écouter notre satiété, essayez de répondre à votre faim. Nos goûts aussi, nos plaisirs associés à la nourriture. Est-ce que c'est ce que j'ai envie? Est-ce que ça va me faire du bien? J'imagine que ça fait aussi partie de l'alimentation intuitive. Parce que vraiment, tout le rapport de bien-être avec l'alimentation est garant d'une saine santé mentale autour de... C'est ça. De la nutrition, là. Vraiment. Il y a tout l'aspect de la comparaison aussi, là, même quand on parle d'alimentation intuitive. J'ai beaucoup vu des vidéos, là, expérience personnelle, là, mais de ce que je mange dans une journée. Puis même à ça, même quand c'est spécifié que moi, je mange intuitivement, c'est facile de se comparer puis d'établir, OK, moi, mes rapports à la nourriture, c'est ça. Ces rapports, c'est ça. Fait que je trouve que ça vient encore même stigmatiser quelque chose qui est censé être un peu plus d'improvisation, comme sur le moment. Tout à fait. Puis ça en a un autre drapeau rouge, les What to Eat a Day, qu'est-ce que je mange dans une journée. Ça peut être intéressant, ça peut t'inspirer, mais ça peut mettre une pression aussi. Exact. Puis on se rend compte que le mot intuitif, il est beaucoup utilisé à plusieurs sauces. Fait qu'on dit, on est un mangeur intuitif, mais dans la même phrase, on peut dire, bien, si vous avez des bons aliments dans le réfrigérateur, il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Il y a des aliments plus nutritifs, oui, ça je suis d'accord. Mais dans une alimentation assez équilibrée, ben, il y a des bons, il y a des aliments, il n'y a pas de catégorie. Fait que oui, qu'est-ce que je mange dans une journée, c'est à faire attention. Oui, puis tu sais, que ce soit conscient ou non,
qu'on le veuille ou non, nous sommes tous influençables. Il n'y a pas que les jeunes qui ont beaucoup de choses à apprendre et qui sont qui sont au début, là, justement, de cette autonomie, puis de s'organiser, puis de se faire à manger et tout ça. Mais qu'on soit conscient ou non, on est influençable. On va faire des choix selon ce qu'on voit. Que ce soit pour une couleur de décoration, que ce soit pour une paire d'espadrilles, que ce soit pour un voyage, je commence à regarder des différentes formes d'expédition ou quoi que ce soit, ça va m'influencer dans mes choix. L'alimentation y est aussi dans ces facteurs-là. Et là, en tout cas, les dernières études, il y a une dernière étude très récente qui a démontré qu'il manque de professionnels sur les réseaux sociaux. Et là, ça peut donner des petites dérives, là, justement, comme dit Avril, dans une phrase, tu sais, il y a « je mange ce que j'ai le goût » et on va dire le mot bien ou mauvais ou c'est ça, à travers la même phrase. Ça peut être tellement subtil puis inscrit de manière tellement par en dessous que, c'est ça, tu t'en rends pas compte. Des fois, tu n'arrives même pas à l'identifier. Dans la majorité des cas, en fait, j'imagine que ça doit être ça. Mais c'est ça. Puis tu vois, tu parlais justement les gens qui utilisent des mots il y a comme une espèce de je vais dire, manger sainement et tout ça. Puis justement, là, les bons aliments, les mauvais aliments que je mets entre guillemets, là, parce qu'il y a quand même ces mots-là qui sont utilisés qui, clairement, peuvent t'apporter une espèce de sentiment de culpabilité si tu te conformes pas nécessairement à ça ou... Tout à fait. Puis on utilise beaucoup t'es capable, prends soin de toi, t'es capable de faire des efforts pour ça. T'sais. C'est comme si on mangerait pas assez bien, on n'a pas assez de volonté. C'est comme si on attribuait un peu de la valeur à ce qu'on mange. Si je mange un aliment que je crois qu'il est mauvais, je suis une mauvaise personne. Si je crois que l'aliment il est bon, je suis une bonne personne. Mais il y a plein de messages, là, c'est mêlant. C'est mêlant, puis comme disait Mira, même nous, on est influencés, là. Même moi qui suis nutritionniste, des fois, je vois je vois des choses, je devrais pas. Je me ramène, mais on n'a pas tout ce bagage-là, là, si je peux dire. L'alimentation qui est prônée. Je me souviens récemment, je regardais avec ma mère les guides alimentaires, puis je les comparais Canada, États-Unis, puis la diète qui est recommandée là, pour un adulte moyen dans une journée, c'est pas tout le monde qui est capable de s'offrir ça, là, d'avoir assez d'argent pour accès aller chercher tous les nutriments nécessaires. Fait que d'amener cette culpabilité-là, de la vivre, en fait, alors que tu n'as pas les moyens. Je veux dire, il n'y a rien que tu peux faire tant que ça. C'est hyper important ce que tu viens de dire là. Il y a l'aspect, c'est ça, comme tu dis, financier. Aussi. Puis tu sais, est-ce que j'ai accès à ces aliments-là? Puis quand on regarde le guide alimentaire, c'est vrai qu'on parle des fruits et des légumes, la quantité, mais on veut diminuer un petit peu nos attentes. L'important, c'est qu'on se nourrisse le plus souvent possible, qu'on essaie effectivement, mais c'est ça. Puis les fluctuations de prix aussi au courant de l'année, où ça se peut que pendant une période, tu ne sois pas capable de t'acheter ça ou de subvenir à tes besoins par rapport à ça, parce que ça ne t'est pas accessible financièrement. Puis, tu sais, c'est pas de ta faute. Qui va ramener une période, qui va ramener du stress supplémentaire en plus d'eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut prendre soin de ça si on se sent pas bien, si on commence à avoir des questionnements par rapport à mon rapport à l'alimentation ou aux aliments? Ou y a-t-il des choses qui peuvent être mises en place ou qui peuvent me lancer des petits signaux, justement, là, de porter attention? On a le droit de se questionner par rapport à ce qu'on a envie de manger. Qu'est-ce qu'on aime moins. C'est quand que ça devient envahissant, quand on y pense de plus en plus souvent. Puis que là, ça nuit un petit peu à ce qu'on fait dans notre journée. Donc, je peux réfléchir à mon souper, qu'est-ce que je planifie, puis tout ça. Puis, c'est quand je ressens aussi de la culpabilité avec certains aliments. Je le résume, là, mais si toute ma journée, je me dis, il faudrait que pour souper, je mange ça, que j'aille des légumes, tel fruit, tout ça. Fait que c'est beaucoup les pensées. Hein? C'est comment que ça prend de la place dans notre tête. Puis le sentiment de culpabilité, de honte, si on ne fait pas assez. On est avec notre pain d'épicerie, si on n'a pas ça, on est gêné ou tout ça. Fait que je dirais la honte, la culpabilité, puis les pensées, si je le résume. Pour revenir à la honte aussi, tous les comportements liés à la compensation,
j'ai mangé ça ou j'ai pas fait d'exercice cette journée-là, donc il faut que je me prive ou il faut que j'ajuste quelque chose pour compenser de mon comportement. Tout à fait. Qui est un beau drapeau rouge, justement, comme tu l'as dit. Oui, tout à fait. C'est-tu les réseaux sociaux qui malmènent un peu les connaissances en nutrition, tu penses, Avril? Tu sais, c'est sûr que moi, comme psychologue, tu sais, moi, j'ai le feu là-dessus, là, je dirais oui. Il y a de la mésinformation, de la désinformation, je les sens souffrir, les jeunes, là. Ils savent plus où se placer là-dedans. Ils démonisent le pain. Donc, on est-tu aux prises avec une information qui est pas tout à fait stable par les réseaux, puis nos jeunes ne savent plus trop quoi manger, quand manger, écouter leurs signaux. Ils sont fatigués, là. Moi, ceux qui mangent pas assez, ça a un impact direct sur l'humeur. Un gros impact, puis pour répondre en fait à la question, pas d'où ça part, mais il y a plein de causes. Hein. C'est comme si j'avais un jardin là, quand j'étais très jeune. Là, je peux avoir un engrais qui est là, mais au fil du temps, là, je peux mettre des petites mauvaises herbes ou en tout cas de la bonne engrais. Les réseaux sociaux en font partie. Fait que des fois, on veut désherber tout ça. Comment développer aussi un peu notre jugement critique, ça c'est correct, c'est pas correct, mais c'est pas évident, c'est délicat, on est dans une culture de la diète, on est encore là-dedans même si on en parle, comme si ça serait pas normal de dire que j'essaie pas de perdre du poids, mais il y a plusieurs facteurs parce que tu sais c'est comment il n'y a pas de cause, il y a vraiment plusieurs causes, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mais on est envahi, puis il faut faire un petit peu de ménage. Puis moi, je le vois quand je le vois avec une personne que je vais accompagner, si elle fait du ménage dans ses réseaux sociaux, qu'elle décide de moins cliquer sur ces trucs-là, il voit à 99% des cas les bénéfices. Ah oui. Ben oui. C'est l'algorithme. J'allais dire exactement ça, Mira. L'algorithme joue aussi un rôle là, dans ce que tu vois, ce qui t'est présenté. Là. Puis je reviens sur l'influence, là, je reviens sur les effets néfastes parfois, qui sont encore une fois, les études nous le démontrent, plus on voit d'images, de perfection, de corps, beaucoup de filtres, d'aliments, tout le temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions dans les types de recettes avec 3-4 ingrédients seulement. On a banni certains autres ingrédients et ça revient toujours. Alors, si l'algorithme te présente que ça, ben là, tu peux en venir qu'à penser que pour te sentir bien et sentir que tu t'es bien nourri puis que tu peux t'estimer puis que tu peux te trouver vraiment à ton affaire, ben c'est d'avoir été juste faire des recettes de ce type-là avec ces quelques ingrédients-là. Alors, il y a des dérives. On le sent des fois là, que les jeunes sont fragiles. Puis un côté des réseaux sociaux, c'est aussi de créer du contenu qui n'a pas été fait. Quand tu as parlé du pain, ça m'a fait penser à quelque chose, mais pour attirer des vues, de la clientèle, des spectateurs, il faut parler de choses desquelles on ne parle pas, qui ont pas été vues aussi, là, qui attirent l'attention. Puis je me souviens d'avoir vu une vidéo où c'était une vidéo humoristique, là, puis c'était un monsieur qui regroupait plein de vidéos qui parlaient du meilleur choix de déjeuner. Puis là, il y avait plein de diabolisation justement liées à ça. Quelqu'un qui parlait du fait que le pain, c'est le pire choix de déjeuner de tous les temps que tu peux faire. Puis après ça, les céréales, c'est le pire choix de déjeuner. Puis après ça, là, telle affaire aussi, le gruau, tout ça. Fait que peu importe de quel angle on regarde, il peut toujours avoir un problème puis lié aussi au fonctionnement des réseaux sociaux, que ce soit d'attirer des nouveaux spectateurs, tout ça, de rejoindre le plus de monde possible par la nouveauté. C'est de chercher des problèmes là où il n'est pas nécessaire d'en chercher. Puis l'exemple que tu viens de nommer là, elle est tellement puissante parce que des fois, je rencontre des gens qui pensent qu'ils n'aiment pas le déjeuner parce qu'ils ont associé qu'un déjeuner devrait être, exemple, du gruau, c'est correct avec des noix, des amandes, du yogourt, si tu aimes ça puis que tu apprécies ça. Mais quand on décortique leur goût puis ils me disent « Ah, je pourrais manger ça pour déjeuner, je pourrais avoir un bagel, fromage à la crème. » Oui, quand ils peuvent réutiliser le bon pain, même s'il est blanc, qu'ils aiment, ils redécouvrent le déjeuner. C'est pas nécessairement parce qu'ils n'avaient pas faim, mais il y a tellement de règles. C'est ça aussi, d'un drapeau rouge, quand il y a des règles, tu peux pas manger ci, tu peux pas manger ça. Là, il faut se poser des questions. Fait que c'est pas évident d'être bombardé de tout ça, mais moi, je le résume à, c'est ça, les petits drapeaux rouges, tu as des bons, des mauvais aliments, pose-toi des questions. Ou si après cette vidéo-là, tu te sens mal, c'est pas correct. Oui.
C'est parlant. Oui, c'est oui, parlant. oui. Là. Mais en même temps, puis tu vois, Mira, je fais du pouce par rapport à toi aussi, sur dans les tranches d'âge, dans la connaissance de soi, dans l'estime de soi, mais il y a quelque chose aussi de très apprenant sur soi dans, OK, qu'est-ce que je découvre dans l'alimentation? Parce que oui, il y a des choses qui peuvent, tu sais, qu'on a des petits, des fois on dit des petits drapeaux rouges, mais il y a aussi quelque chose de beau dans la découverte de soi, dans se permettre d'essayer des choses. Fait que j'imagine que c'est une période aussi qui peut être importante là-dedans, dans la découverte de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Dans l'autonomie, je suis rendue en appartement, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Oui, tout à fait. C'est tellement une belle période pour la découverte, justement, puis c'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup, qu'ils soient un peu contaminés parfois par de l'information qui va leur enlever une liberté de choisir. Hein, d'aller vers leur goût ou leurs intérêts. Les jeunes, on le sait, la satisfaction de l'image corporelle est fragile. On a 90% des filles et 70% des garçons chez les jeunes qui sont insatisfaits de leur silhouette. Et de ceux-là, 40% des filles et 34% des garçons vont vouloir la modifier. Et là, on va rentrer dans, OK, donc là, il risque de s'en aller se diriger vers la nourriture. Bon, peut-être le sport, ce pourrait être un autre... Un autre sujet de balado. Un autre balado. Mais dans l'alimentation, donc s'ils veulent la modifier, c'est comme, oups, OK, là, et ils sont jeunes, comme tu dis. Ils sont en apprentissage. Il y a pas une vulnérabilité, mais il y a une innocence de connaissances aussi. Ils sont en train de les apprendre, mais ils sont déjà en train de vouloir créer une modification dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement à 100%. Puis ça va de soi. Hein? Je veux dire, j'ai 17, 18, 19 ans. Ça fait pas 15 ans que c'est moi qui fais les repas, puis qui fait de l'épicerie, puis qui s'amuse avec ça. Qui s'amuse avec ça. Parce que ça peut être vraiment un beau plaisir par la nourriture. Mais bon, fait que, tu sais, il y a une fragilité, puis ils sont dans un moment tellement riche d'exploration. D'aller dans la liberté, partager un repas, s'amuser de faire de l'international, voyager parce qu'on s'est fait un plat d'ailleurs avec des nouvelles épices et tout ça, c'est ce rapport-là c'est le temps, là, d'être confortable. Oui, puis la montée de l'utilisation des réseaux permet justement ce partage-là de recettes aussi, de trucs à essayer, de trucs nouveaux. Parce que je trouve qu'il y a vraiment du bon dans les réseaux sociaux aussi. Oui, hein, je vous le dis, là, oui, c'est ça. J'en écoute. On en discute. Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis, en même temps, ça m'amène aussi à me questionner, justement. C'est drôle, tu as parlé de l'international, mais quand on arrive, par exemple, justement, on parlait de l'autonomie et tout ça, là, de commencer à découvrir, quand on se retrouve, par exemple, dans un nouveau pays, dans un nouveau milieu, qu'on a l'habitude de cuisiner avec certains aliments qu'on ne retrouve pas, puis que ce qu'on peut voir à travers les différents médias et tout ça, c'est une certaine uniformité, je vais te dire. Là, y a-tu... j'imagine que ça revient quand même au même, là, ça revient quand même à ce qu'on disait d'aller découvrir, d'essayer des choses. C'est où est-ce qu'on peut découvrir ça? Où est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir... cette espèce de diversité. Oui, puis de jouer avec tout ça, tu sais. Mais j'ai peut-être pas nécessairement la réponse là, mais je trouve ça intéressant ce que tu amènes parce que c'est vrai ce qu'on voit, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est beaucoup nord-américanisé. On n'a pas tant accès à la culture du monde. Oui, c'est intéressant. C'est un bon point. Oui. On arrive, on apprend à cuisiner seul dans un autre contexte ou avec de nouvelles saveurs qu'on connaît pas ou qu'on n'aime pas. Puis il faut qu'on se développe là-dedans et qu'on découvre aussi. Là, fait que, ça peut amener des défis supplémentaires, effectivement. Ah oui, tout à fait. Mais pour rendre le tout beau, là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Puis on parlait de budget aussi tout à l'heure. Là. J'imagine qu'il y a des belles alternatives aussi, là, justement, les gens qui veulent découvrir des choses ou à plus faible coût. Oui, juste à Rimouski, les frigos Ricky, en fait, là, c'est une super belle option. Là. Puis, tu sais, le fait qu'il y en ait au cégep, que ça soit parti il n'y a pas si longtemps, mais le fait que tout le monde puisse partager ensemble. Puis, tu sais, au cégep, souvent, il y a des grosses livraisons aussi, là, genre le vendredi, jeudi. Puis, c'est fou, là, à quel point il y a quand même de la diversité là-dedans. Là. Oui, c'est vraiment une belle initiative. Puis, dans plusieurs épiceries, sans les nommer, là, tu peux avoir accès, pas à des restants nécessairement, mais des plats congelés qui sont à veille de se débarrasser à
des super de bons prix. De plus en plus, ils font des petits coins rabais. Mais j'avoue. Puis ça, c'est pratique. Puis pour venir un petit peu pour le plaisir, de se dire qu'un repas, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Dans un monde idéal, c'est bien quand on cuisine. Il y en a qui n'ont pas nécessairement développé ces compétences-là, mais on peut toujours commencer graduellement. Fait de ne pas se mettre la barre trop haute. Puis moi, j'aime beaucoup dire un repas, des fois, pour enlever un petit peu la pression, le repas tapas, le petit repas déconstruit. Craquelin, fromage, tomate cerise, c'est bien simple, il n'y a pas de cuisine. Mais on veut aller avec de quoi qui n'est pas trop dispendieux. J'en ai toujours les pâtes qu'on va souvent démoniser, mais qui est une super belle source d'énergie aussi. C'est pas faut pas oublier que les glucides, c'est super important. La nourriture du cerveau. Oui, c'est ça que notre cerveau a faim. Notre cerveau a faim. Exactement. Tout à fait. Ça peut être simple. Un repas, ça peut être simple, puis ça peut être juste des petites bouchées. On peut s'acheter une petite pizza congelée. Exemple, on est en appartement, ça peut être correct, mais quelques crudités, simplicité. Puis, dans un monde idéal, c'est sûr que de développer, apprendre un peu à cuisiner, ben c'est aidant. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout, c'est correct, mais c'est ça, rester dans... C'est ça, manger régulièrement, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, essayer de les soutenir, de les aider à voir la différence au niveau de leur humeur, au niveau de leur énergie, lorsqu'ils mangent un petit peu plus régulièrement, des petites choses tout le temps pour se maintenir, pour avoir moins d'irritabilité, être capable de manifester une joie. Ça prend des nutriments dans notre cerveau. Alors, c'est « je suis pas motivée, l'hiver est difficile, je suis fatiguée », tout ça. Alimentation va avoir... Des belles petites choses que tu as le goût, que ça te donne envie, que ça te ferait du bien. C'est peut-être parce que ton corps en a besoin. Oui, puis manger, c'est pas juste des vitamines, des minéraux. Je mange pas un bleuet parce qu'il y a de la vitamine C. Parce que il y a de la vitamine C dans les bleuets. Putain, là, il y a des antioxydants. Je suis même pas sûre. Mais on mange aussi par plaisir. C'est un partage avec nos collègues, avec des amis. On peut manger aussi des fois devant déguster, savourer. Prendre le temps de le faire, c'est ça. Oui. Et voir les bénéfices vraiment de comment je me sens, comment je peux rouler en étant nourri, mon cerveau, pour sécréter les bons neurotransmetteurs. Et il y a des plans de traitement en psychothérapie pour contrer la dépression qui vont inclure avec d'autres... qui vont inclure un plan alimentaire juste pour aller rééduquer et renourrir partout, donner les nutriments nécessaires. Donc, écoute, le lien alimentation, santé mentale. Petite parenthèse en lien avec les troubles alimentaires. Si j'ai quelqu'un qui a un trouble alimentaire, avant souvent des fois de débuter un accompagnement de psychothérapie, il faut s'assurer qu'il y ait une renutrition. Parce qu'on sait que quand on n'a pas renourri le corps, il y a beaucoup plus d'anxiété. Les pensées sont... Il va y avoir de l'anxiété pareil, mais on veut... La première étape, c'est vraiment de redonner quelques semaines, puis après... Pour renourrir vraiment notre corps et notre cerveau pour qu'il y ait une capacité de réponse, ce cerveau-là. Hein? On est dans les besoins de base. On ne peut pas suivre une psychothérapie. Exactement. On peut pas, c'est sûr. On est dans les besoins de base. Puis pour faire un petit croche, tantôt, là, juste avant le balado, pour mettre ça en contexte, là, mais on parlait aussi de la stigmatisation des personnes en surpoids, en fait. Puis à quel point... Ma mère est psychologue aussi, puis des fois, elle me parle de ses découvertes, puis elle me disait que dans le traitement des troubles alimentaires, justement, ce qui compte, en fait, là, dans la perte de nutriments, puis dans l'endroit où on va décider d'intervenir, c'est vraiment plus l'allure physique. C'est qu'une personne qui va avoir une allure plus maigre, plus définie, on va la considérer comme plus en danger que quelqu'un qui serait comme vraiment en surpoids, puis qui aurait perdu le même nombre de poids, en fait, qu'une personne qui aurait déjà été plus mince, puis qui aurait perdu du poids. Mais on ne considérera pas ça dangereux, pourtant ça l'est autant, parce que cette personne-là est habituée de fonctionner avec ces nutriments-là de base, sur une base routinière, puis que là, qu'elle perde tout ça dans très peu de temps, c'est aussi alarmant, même si sa figure le transmet pas socialement comme on identifie que c'est un problème. C'est fou, là. Vraiment. Puis, je veux pas dire que je me bats contre ça, mais des fois, on a besoin d'un changement encore dans notre réseau de la santé. Effectivement, pour une même perte de poids, puis on a une souffrance, là. C'est ça, la souffrance ne se calcule pas un élément avec important, les poids. la souffrance, c'est ça. Puis, c'est ça.
Oui. Tout à fait. Il faut que ça s'améliore. Ah oui. Oui. Ouais. Puis tantôt, Mira a donné une espèce de petite statistique là, par rapport aux hommes et aux femmes quant à leur silhouette. Puis là, loin de là, mon but étant de donner des étiquettes, là, mais qu'est-ce que tu observes entre la différence de l'impact de cette culture-là sur les hommes puis les femmes en tant que nutritionniste? Tu sais, ça doit être des impacts quand même différents. Puis comment tu observes ça? C'est sûr que là, 20 ans, on le voyait beaucoup moins chez nos jeunes garçons. Et chez l'homme. Mais la différence, effectivement, l'homme veut prendre de la masse musculaire. Ouais. Il voudrait être souvent plus grand, mais ça, il sait que ça peut pas être possible, en fait, même s'il doit se grandir. Mais c'est beaucoup la masse musculaire, là, tandis que la femme, c'est la minceur, d'être plus cote ou quoi que ce soit. Je dirais que c'est la grosse différence, entre autres. Mais les hommes sont de plus en plus préoccupés avec leur apparence, l'image corporelle et l'alimentation. Absolument. Vraiment, on reçoit... ces préoccupations-là de part et d'autre, absolument. Puis, en tout cas, moi, ce qui me rassure, par exemple, à travers tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus de sensibilisation qui est faite, justement, là, qui incite les gens à aller chercher de l'information, à porter justement une réflexion sur ses pratiques, sur justement son alimentation ou autre, mais justement de se questionner, est-ce que j'ai du plaisir dans ce que je fais et tout ça. Fait que ça me rassure de voir quand même qu'à travers tout ça, on en parle de plus en plus et on sensibilise de plus en plus aussi, là. Mais bref, j'aimerais ça qu'on puisse faire piger une super carte variété-vérité à Avril et Mira aussi, bien sûr, même si tu connais alors, Avril, vas-y. Bien sûr. Ah oui, je pige, là? Oui, en fait, on va je vais t'expliquer le concept. Là. Ben, tu me diras, Patricia, si je suis pas sur la bonne ligne, là, mais dans mon souvenir, variété, c'est quelque chose de plus général, là, comme le nom l'indique. Là, ça va être plus léger. Puis vérité, c'est quelque chose souvent d'un peu plus personnel à toi. Mon premier réflexe était variété, mais je vais y aller avec vérité. Je me mouille. Est-ce que Avril et Mira répondent, les deux? Bien sûr. Oui. Donc, y a-t-il une cause qui te tient particulièrement à cœur? Vraiment l'image corporelle. L'arrivée d'être bien, puis que le regard des autres ne te dérange pratiquement plus, c'est extraordinaire. C'est vraiment mon mandat. Mon mandat, ça me tient beaucoup à cœur. Ouais. De prioriser l'écoute de ses besoins plutôt que de quoi on a l'air. Oui. Oui, tout à fait. Et toi, Mira? Écoute, une cause... si je sors de mon créneau de psy, là, pas nécessairement les causes de consultation puis ce qui va me préoccuper davantage, mais une cause qui me tient à cœur, je dirais, pour laquelle je vais un peu être touchée ou participer, ça va être la santé physique des enfants. Donc, ouais, c'est ça. Je dirais que ça m'interpelle terriblement. Et voilà, don de sang, blabla, let's go. Mais c'est bien aussi. Merci d'avoir ouvert. Oui, c'est ça. Merci d'avoir ouvert. On en fait un peu un cheval de... on dit un porte-étendard, non? Comment on dit ça quand on... Oui, c'est ça, je pense. Hein? On en fait un peu notre cheval de bataille. Cheval de bataille. En tout cas, on va tous les nommer. C'est ça. Exactement. Puis est-ce que cette cause-là, tu vois des... Je veux dire, une amélioration. Est-ce que tu vois que tranquillement, il y a des choses qui se mettent en place aussi? Je peux dire que oui. Okay. Je peux dire que oui, il y a de l'espoir. Ouais. Ah oui, mais il faut continuer, puis il faut être plusieurs acteurs. J'ai envie de dire plusieurs acteurs. Non, c'est ça. Mais oui, j'ai envie de dire oui. Ah, tant mieux. Super. Oui. Puis avant de finir, moi, j'aurais une petite question. L'autre fois, je discutais avec ma maman sur les ressources liées justement au traitement des troubles alimentaires dans le Bas-Saint-Laurent. Puis on a réalisé qu'il y en avait très peu. Depuis toujours, en fait. Ouais. C'est difficile. Oui. Mais là, avec les consultations en ligne aussi, c'est plus facile, là, c'est plus accessible. Mais dans le Bas-Saint-Laurent, vraiment, pour des traitements en présentiel, on n'a rien trouvé, je pense. Non, quelqu'un qui voudrait aller, j'ai envie de dire, d'une clinique privée, maintenant, on n'a pas vraiment dans le Bas-Saint-Laurent. Là. C'est beaucoup à Rimouski, là, si je pense aux enfants adolescents en pédopsychiatrie, là, qui vont avoir une équipe, mais même encore là, non, c'est pas évident. Mais comme tu le dis, le fait qu'il y ait en ligne, là, il y a
il y a des ressources, mais c'est... Ouais, mais il faudrait qu'il y ait une amélioration. C'est un besoin. Mais sur les réseaux, là, pour information, il y a quand même 2 psychologues très dynamiques et pertinentes qui parlent des troubles des conduites alimentaires sur les réseaux. Alors déjà là, au moins, c'est de la bonne information. Ouais. Mais effectivement, en région, ceux et celles qui ont les bonnes connaissances se trouvent peut-être dans des lieux de services publics un petit peu plus difficiles d'accès rapidement, mais on en a un petit peu, mais c'est vrai qu'on... Puis il y a des organismes aussi quand même qui offrent le clavardage, des fois, ou les lignes d'intervention ou d'écoute. À NEB. C'est ça, qui peuvent être possibles aussi à ce moment-là. Mais j'entends là, vraiment là, de prendre le temps de découvrir, de prendre le temps de se connaître, de laisser la culpabilité, de laisser ce qu'on peut, pour nous, paraître comme de la perfection ou des objectifs à atteindre X, et de tout simplement profiter du moment, découvrir, essayer, modifier des fois des habitudes qu'on pense qui sont cannées, puis se permettre d'aller un petit peu plus loin, d'avoir du plaisir, c'est ce que j'entends aussi. Ouais. Plaisir, turbo plaisir. Là. C'est comme c'est vraiment ça. C'est ça exactement. Et aussi que j'entendais aussi que si ça amène des questionnements, si ça amène un sentiment que, voyons, je me sens comme pas bien dans quelque chose, ou ça colle pas à moi, mais bon, on peut lever la main, on peut aller chercher de l'information. Oh oui. Donc, moi, je trouve que c'est un balado tout en douceur, mais tout en profondeur aussi, puis... complètement ça donne le goût de bien manger. Ah, ben oui, c'est ça, exactement. De bien manger souvent. Ça donne faim. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Avril, Mira, merci. Oui, merci pour ce beau travail de complémentarité sur un sujet super important. Merci, Milou. Merci, Patricia. Merci, Avril. Merci, Mira. C'était une discussion incroyable. Pour vrai, j'aurais continué longtemps encore. Vraiment. Très intéressant. Puis, bien, tous ceux et celles qui nous écoutent, on vous invite à un prochain épisode très bientôt. Merci. Évidemment. Salut.